Amis poterés des rôlistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette première vidéo de Creatio Personae, vidéo dans laquelle je vous propose de créer pas à pas un personnage pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Keul, et aujourd'hui nous allons nous atteler à la création d'un personnage basé sur l'archétype canaille ou fripouille. Pour suivre pas à pas cette création, je vous rappelle que vous aurez besoin d'une feuille de personnage compatible avec Harry Potter jeu de rôle. Celle-ci est téléchargeable sur notre site, à l'adresse indiquée en description de cette vidéo. Vous aurez également besoin de la base au chapitre de création des personnages, ainsi que d'un générateur de dés. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Comme on peut le lire dans la base, le choix de l'archétype de personnage est très important. C'est lui qui déterminera où placer les caractéristiques dominantes et où ajouter des points de compétence lors de la création. Il nous oriente aussi par la suite sur les avantages à choisir. Nous allons le noter sur la feuille de personnage pour ne pas l'oublier par la suite. Pour ce faire, nous allons utiliser la case d'apparence de votre personnage. Nous voilà prêts à commencer. La seconde étape consiste à déterminer les caractéristiques de votre personnage. Il y en a en tout et pour tout 8 qui vous seront très utiles au cours de vos aventures. Une description détaillée des caractéristiques et de leur utilisation est proposée dans ce chapitre. Toutes n'ont pas la même importance, et c'est là qu'intervient le choix de votre archétype. Pour la canaille, les caractéristiques les plus importantes sont la dextérité, la perception, l'intelligence et le pouvoir. Notons-les dans la case apparence de notre feuille de personnage pour ne pas les oublier. En fonction des résultats de nos jets de dés, nous favoriserons donc ces caractéristiques au détriment des autres. Passons maintenant au lancer de dés. Chaque caractéristique est déterminée par le lancer de 2 dés à 6 faces, appelés D6. On additionne ensuite les valeurs obtenues de ces 2 jets de dés et on y ajoute 6. On fait donc un jet à 2d6 plus 6, comme mentionné dans la base, pour chacune de ces caractéristiques. On note ensuite les résultats sur la feuille, dans notre colonne apparence, avant d'attribuer les résultats les plus hauts dans les caractéristiques importantes pour notre archétype. Je vais maintenant procéder au lancer des dés pour les 8 caractéristiques et noter les résultats dans la colonne apparence de la feuille de personnage. Comme premier résultat, nous obtenons un 10 que nous notons dans notre colonne, puis second résultat, un 8, le troisième, un 2, caractéristique la plus faible du coup, quatrième résultat, un 5, suivi par un 9, c'est bonne caractéristique. Ensuite, un 4, une autre caractéristique assez faible. Un 9 pour continuer, ce qui n'est pas mal du tout. Et pour finir, un 7. À ces différentes caractéristiques, il faut maintenant ajouter un plus 6 pour correspondre au 2d6 plus 6. Je le rajoute ici avant de faire les calculs. De cette manière, je sais exactement où j'en suis et je n'oublie aucune des étapes. Très important. Voilà, encore une fois. Il ne vous reste plus qu'à faire une petite addition. 16 pour celui-ci. 14 pour celui-là. 8. 11 pour celui-ci. Suivi d'un 15. Un 10, un autre 15, et finalement un 14. Nous voilà avec nos caractéristiques, il ne reste plus qu'à les répartir. Pour faciliter la répartition de vos jets de dés dans vos caractéristiques dominantes, vous pouvez effectuer un tri dans vos résultats pour que les plus grandes valeurs apparaissent en premier. J'ai maintenant mes meilleures caractéristiques en premier, et mes caractéristiques importantes pour mon archétype. Il ne me reste qu'à réfléchir à celles qui me paraissent le plus important. Comme je désire faire une canaille, je pense que la perception, qui me permettra de repérer les professeurs et les préfets, est la plus importante. Je mets donc 16 en perception. Je veux ensuite avoir de bonnes caractéristiques en intelligence et en pouvoir, pour faciliter l'apprentissage des sortilèges et leur efficacité. Je mets donc mes 2 15 dans ces caractéristiques. Finalement, je place l'un de mes 14 en dextérité.
pour en finir avec mes caractéristiques dominantes. Il nous reste donc à déterminer les autres caractéristiques, celles moins importantes pour l'archétype, soit la force, la constitution, la taille et l'apparence. En y réfléchissant bien, avoir une caractéristique d'apparence décente m'aidera en cas d'intimidation ou de bluff, idéal pour une canaille. Je choisis de mettre mon dernier 14 dans cette valeur. Pour terminer, un 11 en constitution pour résister aux éventuels poisons et à la fatigue, un 10 en force, et finalement, la caractéristique la plus basse, le 8 en taille, ce qui fera que mon personnage ne sera pas très corpulent. Parfait, je vais faire une petite canaille qui se faufile un peu partout. Nos 8 caractéristiques étant maintenant déterminées, nous en avons terminé avec cette seconde étape. Nous en avons pratiquement terminé avec les caractéristiques de notre personnage. Il nous reste encore à appliquer les différents malus dus à son âge. Ce malus s'applique aux caractéristiques force, constitution et taille, et équivaut à -5 pour un élève de 11 ans. On diminue donc chacune de ces caractéristiques de 5 points. Ce qui nous permet de finir la seconde étape de création du personnage. Cette troisième étape est un peu plus rapide que la précédente. Maintenant que nous avons nos caractéristiques, nous allons déterminer les valeurs dérivées de celles-ci. Commençons par les points de vie. Pour calculer les points de vie de notre personnage, il faut additionner les valeurs en constitution et en taille, en n'oubliant pas les malus dus à l'âge du sorcier, et diviser le tout par 2. Pour notre canaille, cela nous donne 11 moins 5 plus 8 moins 5, soit un 9, qu'on divise ensuite par 2 pour obtenir 4,5. On arrondit le résultat au supérieur, ce qui nous donne 5 points de vie. On note ensuite cette valeur dans la case correspondante. Pour le bonus de dommage, on additionne la force et la taille du personnage. Cela nous donne 10, moins 5, plus 8, moins 5, soit un total de 18. Se référant à la liste de l'étape 3, notre personnage n'a donc pas de bonus de dégâts. Le jet d'idées maintenant. Cette compétence se calcule en multipliant la caractéristique intelligence par 5. Dans notre cas, cela nous donne 15 x 5, soit 75. Le jet d'idées est donc à 75%. Finalement, il nous reste le jet de chance. Le jet de chance se calcule en multipliant la caractéristique pouvoir du personnage par 5. Comme pour l'intelligence, notre canaille aura donc une valeur de 15 x 5, soit 75% dans cette compétence. L'étape 3 est désormais terminée. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous pouvons désormais passer à l'étape 4 de la création de notre personnage. Il s'agit de déterminer le coup de pouce et le croche-patte du destin. Notez qu'il s'agit d'une étape facultative. Vous pouvez choisir ou non d'obtenir un coup de pouce ou un croche-patte du destin. Personnellement, j'apprécie cette étape puisqu'elle permet de vraiment personnaliser son personnage, avoir un gros avantage ainsi qu'un gros inconvénient peut être sympathique à jouer durant les parties. Pour ce faire, nous allons nous rendre au chapitre 4 de la base et déterminer à l'aide d'un dé à 12 faces quel sera notre coup de pouce et notre croche-patte du destin. On effectue le lancer et on obtient âme liée. Nous sommes donc liés à un familier de manière très forte et ce familier est un familier magique. Comme on peut le voir, cela nous donne déjà une information sur la manière dont on pourra gérer ensuite nos avantages. Peut-être sera-t-il judicieux de mettre un petit peu plus dans le familier pour justement bénéficier d'avantages assez sympathiques. On déterminera donc quel familier on pourra avoir. Un flaireur pourrait être intéressant dans ce cas-là, puisqu'une canaille aura une bonne utilité des capacités du flaireur à pouvoir prévoir l'avenir et pouvoir prévoir les coups fourrés. Donc, pourquoi ne pas mettre flaireur en attendant? Nous allons maintenant déterminer le croche-patte du destin, qui se situe juste en dessous, et voir ce que l'on va obtenir, et si c'est compatible avec notre coup de pouce du destin. On lance le dé. 3. Oni. Voilà, nous sommes donc détestés de notre famille. Peut-être à cause des blagues qu'on a fait ou pour d'autres raisons.
On constate donc que c'est totalement compatible avec notre familier, c'est même plus ou moins logique qu'on se lie très fortement à notre familier si on est détesté de notre famille, si on n'a pas la possibilité de rentrer à la maison durant les vacances, et si ceux-ci nous détestent. C'est donc parfaitement compatible. Nous voilà donc dotés de notre coup de pouce du destin ainsi que de notre croche-patte. Nous en avons terminé avec cette étape de création de personnages. L'étape 5 de la création de notre personnage consiste à déterminer le sang du sorcier. Nous avons donc le choix entre sang pur, sang mêlé et nez moldu. Ni le coup de pouce du destin, ni le croche-patte du destin tiré ne nous renseignent sur celui-ci. On est donc libre de choisir ce que nous voulons. Choisissons un sang mêlé pour bénéficier de toutes les compétences et avoir un panel plus large pour les mauvais tours que notre canaille jouera par la suite. Ce choix implique cependant une petite modification dans les maîtrises de base de nos compétences. Effectivement, les sangs mêlés ont accès à toutes les compétences, qu'elles soient sorciers ou moldus, mais ne possèdent pas de degré de maîtrise de base dans celles-ci. On corrige donc les maîtrises de base de ces compétences pour toutes les mettre à 0%. Cette correction ne s'applique qu'aux compétences de la liste des sorciers et de la liste des moldus. Les compétences générales restent inchangées. La 6e étape de création est certainement celle qui vous prendra le plus de temps. Durant celle-ci, vous allez personnaliser votre personnage en lui ajoutant des avantages et des équipements particuliers qui feront de lui un sorcier unique. Afin de ne pas avoir de doublons avec les axiomes de maison, je vous conseille vivement de déterminer la maison à laquelle appartiendra votre personnage afin de recevoir les axiomes de maison. Mettons que, dans notre exemple, notre canaille soit accepté à Gryffondor après avoir passé la cérémonie de répartition. Nous ajoutons donc le symbole de la maison Gryffondor à notre feuille de personnage, où nous pouvons également continuer sur la feuille spécialement conçue pour cette maison. Avant de débuter le choix des avantages et désavantages, attardons-nous sur les axiomes de maison. Les axiomes de maison correspondent à un package de 2 avantages et d'un désavantage possédés par chaque membre d'une même maison. Notre canaille appartenant à la maison Gryffondor, elle possède donc les axiomes suivants. L'avantage courageux, qui lui permet de bénéficier, une fois par partie, de bonus dans une action courageuse. L'avantage force d'âme, qui lui permet de résister à la peur en lui octroyant différents bonus. Et finalement, le désavantage téméraire, qui lui fera parfois prendre des risques inconsidérés. On peut noter ces axiomes dans la case correspondante de notre feuille de personnage. Pour les avantages et désavantages, vous bénéficierez de 6 points à répartir dans 5 catégories différentes. La première consiste en les avantages et désavantages personnels, dans lesquels nous avons déjà puisé avec les axiomes de maison. Les 4 suivantes sont réparties dans ce qu'on appelle les possessions matérielles. Cela comprend le balai, le familier, les objets magiques mineurs et pour finir, la baguette. C'est dans ces différentes catégories que vous aurez à répartir vos 6 points. Détaillons maintenant comment fonctionne l'achat d'avantages et de désavantages. Comme dit précédemment, nous possédons 6 points à répartir dans les 5 catégories précédemment citées. Acheter un avantage va diminuer ce nombre de points. Par exemple, si je décide de prendre l'avantage Animagus, cela me coûtera 2 points. Cela retirera donc ces 2 points à mon quota de 6 de départ et il ne m'en restera plus que 4. D'un autre côté, acheter un désavantage permettra d'augmenter le nombre de points à disposition. Si, dans notre exemple, dans lequel j'ai choisi de prendre Animagus, je décide d'acheter Bête noire d'un professeur, cela me rajoutera 1 point. On passera donc des 4 points restants à 5 une fois cet achat de désavantage terminé. Une question qui nous a souvent été posée est de savoir qu'est-ce qu'il se passe si on choisit de ne pas dépenser de points dans l'une de ces catégories. Détaillons chacune des catégories et voyons ce que cela fait si on ne dépense pas de points dans celle-ci. Pour les avantages et désavantages personnels, ne pas choisir d'acheter d'avantages ou de désavantages fera
que le personnage possède uniquement les axiomes de maison, soit les 2 avantages gratuits ainsi que le désavantage offert par sa maison. En ce qui concerne les autres catégories, décrites dans les possessions matérielles, ne pas dépenser de points dans le balai donnera droit à un bête broche dure fourni par l'école, un balai de piètre qualité. En ce qui concerne le familier, vous aurez un animal classique, sans aucune capacité particulière, ni pouvoir magique. Pour les objets magiques mineurs, c'est un peu plus facile, ne pas dépenser de points dans cette catégorie fera simplement que vous n'avez aucun objet avec vous lorsque vous débutez votre scolarité. Finalement, pour la baguette, cela donnera une baguette classique qui octroie un bonus de 10% dans une compétence. Je ne vais pas lire ici tous les avantages et désavantages disponibles dans la base d'Harry Potter Jeux de rôle, mais plutôt les réflexions sur comment choisir ceux-ci pour notre canaille. Pour les possessions matérielles, notre canaille a tiré le coup de pouce du destin à âme liée, ce qui signifie qu'elle possédera un familier plus puissant que la moyenne. En lisant la description de ce coup de pouce du destin, on remarque que certaines capacités particulières sont offertes. Notre canaille est déjà liée empathiquement et télépathiquement à son familier. Elle peut voir par ses yeux en se concentrant de plus. Le flaireur choisi par notre canaille est aussi une créature puissante. Je pense qu'on peut donc se concentrer sur d'autres éléments pour dépenser nos points. Je décide de continuer la répartition par les possessions matérielles. Je dépenserai les points restants dans les avantages personnels. Le balai est peu important pour notre canaille. Je décide de ne pas dépenser de points pour celui-ci. Posséder un objet magique, par contre, pourrait s'avérer utile. Un scrutoscope, par exemple, donnerait un sérieux avantage à notre canaille quand elle enfreint le règlement pour ses farces. Je décide donc de dépenser 2 points pour acheter l'objet magique mineur scrutoscope. Il m'en reste donc 4 à dépenser. Sans entrer dans les détails de la baguette pour le moment, il faut d'abord décider dans quelle compétence celle-ci donnera ses bonus. Une canaille qui se respecte doit être capable de jouer des farces. Et quoi de mieux pour ce faire qu'une bonne maîtrise des mauvais sorts? La baguette de notre canaille aura donc une affinité avec les mauvais sorts, octroyant un bonus de 10%. Je décide également de booster cette affinité en dépensant 0,5 points, pour augmenter le bonus de 5%, soit une affinité totale de 15%. Il me reste maintenant 3,5 points à dépenser. Il est temps de passer aux avantages et désavantages personnels. Voici ce que notre canaille choisit d'acheter. Empathie, qui lui permettra de déterminer comment se sent son interlocuteur, en lui octroyant des bonus. Cela lui coûte 1 point. Il reste donc 2,5 points. Self-control ensuite, pour lui permettre de rester maître d'elle en toutes circonstances. Cela lui coûte 0,5 points. Il reste donc 2 points. Facilité en mauvais sort ensuite, pour encore booster la maîtrise de cette compétence, ainsi que son apprentissage. Cela lui coûte 1 point. Il nous reste donc 1 point. Notre canaille désirait encore prendre l'avantage chanceux, qui double la zone de réussite critique, et qui coûte 2 points. Or, il ne lui en reste qu'un seul. Qu'à cela ne tienne, elle décide de s'ajouter le désavantage phobie paranoïaque, qui est plus handicapante qu'une phobie classique. Avec accord du maître du jeu, elle lui redonne 1 point, pour un total de 2 points qui lui permet de prendre son avantage chanceux. Nous voici arrivés au terme de cette répartition, car il nous reste 0 point. Il ne nous reste plus qu'à reporter ces avantages et désavantages sur notre feuille de personnage, et nous sommes prêts à passer à l'étape 7. Maintenant que les avantages et désavantages ont été choisis, il ne nous reste plus qu'à répartir les points de compétence dans les différentes catégories à disposition. Comme nous pouvons le lire dans la base, chaque personnage bénéficie de 400 points de compétence à répartir dans les catégories à disposition. Tous les sorciers possèdent les mêmes compétences de base avec des pourcentages de maîtrise de base indiqués dans la première colonne. La nature de s'en mêler de notre canaille lui donne également accès aux compétences de sorcier et de moldu, mais sans les maîtrises de base. Elle n'aura donc que l'embarras du choix. Un descriptif détaillé de toutes les compétences, de leur utilisation et des spécialités les concernant vous est proposé dans la base au chapitre 6.
Je vous invite à y jeter un œil pour de plus amples informations. À la fin de ce chapitre, un tableau indiquant les compétences conseillées par rapport à votre archétype vous est proposé. Je vais me baser sur celui-ci pour notre canaille, en y intégrant quelques petites modifications. Nous avons donc 400 points à répartir dans les diverses compétences à notre disposition. L'idée est de rester aussi proche que possible des compétences décrites sous notre archétype. Voici quelles sont les compétences qui sont conseillées pour notre canaille. Acrobatie Quidditch, un artisanat au choix, de l'athlétisme, bibliothèque, déguisement, discrétion, empathie, esquive, fouille-ménage, orientation, persuasion baratin, psychologie, triche et vigilance pour les compétences communes, les compétences générales. Pour les autres compétences, nous avons bricolage ainsi que serrurerie pour les compétences moldues et je choisis de rajouter un petit peu de jeu sorcier et de mythe et légende sorcier pour compléter le tout. Il ne s'agit ici que d'une suggestion de compétences. Vous êtes libre de choisir d'autres compétences, qu'elles soient générales, sorcier ou moldues, pour personnaliser votre personnage au mieux. Libre à vous également de laisser certaines de ces compétences conseillées de côté. Pour la répartition des 400 points, il est important de prendre en compte les pourcentages de maîtrise de base. Tous ne sont pas identiques. Certains sont plus élevés que d'autres et il faudra en prendre compte lorsqu'on répartira nos différents points. Comme on peut le voir, par exemple, athlétisme a un haut pourcentage de base alors que déguisement en a un très faible. Certaines compétences, comme l'esquive, vont jusqu'à 25%. Il ne faut pas oublier nos avantages et désavantages qui permettront de booster certaines de ces compétences, comme ici avec l'empathie qui augmente de 15%. Une fois qu'on a pris en compte ces différents pourcentages de maîtrise de base, on pourra commencer la répartition. Notre nature de s'en mêler fait que autant les compétences sorcier que moldu n'ont pas de pourcentage de base, elles sont donc à 0%. Commençons maintenant la répartition de ces points. Je décide que mes compétences sorcier et moldu doivent être quand même à un pourcentage suffisant pour que je puisse les utiliser durant les parties. Je décide donc de dépenser 4 fois 25% dans ces 4 compétences, ce qui me permettra de les utiliser une fois sur 4 environ, ce qui est déjà pas mal pour une première année. Il nous reste donc 300 points à répartir. Par la suite, je décide d'attribuer 30% en discrétion pour arriver à un total de 40, histoire de ne pas me faire attraper dans les couloirs lorsque je jouerai mes mauvais tours. Il nous reste 270 points à répartir. J'augmente ensuite ma vigilance pour arriver à 40%, afin de repérer si quelqu'un me suit ou s'il y a un professeur dans les couloirs par exemple. Il nous reste donc 250 points à répartir. Cette compétence triche à 0% ne me convient pas du tout. Je l'augmente de 40% histoire de pouvoir l'utiliser directement, dès les premières heures passées dans mon nouvelle école. Il me reste 210% à répartir dans les autres compétences. À bien y réfléchir, artisanat ne me servira pas à grand chose. Je décide de laisser cette compétence de côté. Je décide ensuite d'augmenter athlétisme, bibliothèque et déguisement, chacune de 20%, pour un total de 60 points. Il me reste donc 150 points à répartir. Je répartis ensuite 25% en persuasion baratin et psychologie pour un total de 50 points, ce qui baisse mon total de points restant à 100. Ma compétence empathie étant déjà suffisamment élevée, je n'y ajoute que 10% pour compléter les 35% déjà présents. J'ajoute également 10% en esquive ainsi qu'en fouille-ménage, ce qui fait passer mon total de points à 60. Je décide de bien augmenter ma compétence acrobatie Quidditch en l'augmentant de 40 points, ce qui me fera un total de 50 qui est largement suffisant pour une première année.
Il ne me reste désormais plus que 20 points à répartir. À bien regarder mes compétences, je suis satisfait des différents pourcentages que je leur ai attribués. Alors que faire de ces 20 points? En jetant un œil à la feuille de personnage, je me dis qu'il pourrait être intéressant d'ajouter 2 compétences, avec un faible pourcentage pour commencer. Un peu de culture générale moldu et de culture générale sorcier viendra compléter ma liste de compétences et me permettra d'exploiter pleinement ma caractéristique sans mêler. Avec ces 20 derniers points répartis, nous voici arrivés à 0 points restant. Nous avons donc terminé de répartir nos points de compétences. Nous pouvons désormais reporter celle-ci sur notre feuille de personnage et passer à l'étape suivante. Maintenant que nous avons reporté nos différentes compétences sur notre feuille de personnage, il nous reste à dire un petit mot sur certaines maîtrises maximales un peu particulières. Il s'agit par exemple de la maîtrise maximale de la compétence bibliothèque, qui est à 75% plus 3 petits points pour cent. Il faut savoir que ces maîtrises maximales évoluent au fil des années. Pour la première année, on se contentera de changer le 3 petits points par un 0%. Par la suite, ces compétences augmenteront de 10% chaque année. 10% en deuxième année, 20% en troisième année, etc. jusqu'à ce que la maîtrise maximale de la compétence atteigne 90%. Cela signifie que le personnage pourra continuer à faire monter cette compétence chaque année un petit peu plus, jusqu'à atteindre le pourcentage de 90% qui est considéré comme le maximal atteignable. Une fois ces maîtrises maximales modifiées, il est temps de passer à l'étape suivante de création de personnage. L'étape 8 de la création consiste à déterminer les caractéristiques de notre baguette. Rappelons-nous, nous avons déjà entamé cette création lorsque nous avons choisi nos avantages et désavantages, en attribuant 10% en mauvais sort, auquel nous avons ajouté 0,5 points de création pour booster ce pourcentage à 15%. C'est ce qui a déjà été reporté dans la feuille de personnage. Vous pouvez choisir de suivre le lien qui vous permettra de déterminer aléatoirement votre baguette, ou choisir le bois de celle-ci, ainsi que son cœur, sa taille, etc. Pour gagner un petit peu de temps, nous allons simplement déterminer que notre baguette est en bois d'ébène, 33,5 cm, avec un cœur en ventricule de dragon, et passer directement à l'étape 9 de création, c'est-à-dire le choix des sortilèges. 9e et avant-dernière étape de création de personnage consiste à choisir 2 sortilèges, un de niveau 0 et un de niveau 1. Ces sortilèges seront maîtrisés par notre personnage dès son arrivée à sa nouvelle école. En se référant au chapitre des sortilèges, nous pouvons voir qu'il y a vraiment l'embarras du choix, particulièrement pour les sortilèges de niveau 1. Le choix est un peu moindre pour les sortilèges de niveau 0, mais pour notre canaille, le sortilège d'air chaud pourrait être assez sympathique. Cela lui permettrait de se sécher instantanément lorsqu'il sort à l'extérieur de l'enceinte du château, hors des heures de cours. Je choisis donc de prendre le sortilège de niveau 0, air chaud. Pour les sortilèges de niveau 1, il y a beaucoup plus de choix. Je pourrais par exemple choisir un mauvais sort, puisque autant ma baguette que ma facilité en mauvais sort me donnent des bonus supplémentaires pour lancer ceux-ci. Cependant, il faut savoir que ces sortilèges appris avant d'entrer à l'école sont quelque peu particuliers. Ceux-ci sont lancés non pas en utilisant la compétence mauvais sort, enchantement, métamorphose, etc., mais en utilisant la valeur de pouvoir du personnage. Il s'agit en quelque sorte de sortilèges qui sont lancés de manière intuitive. Ceux-ci ont certainement été appris par l'intermédiaire d'un membre de la famille, un grand frère, une grande sœur, ou par les parents. Et toutes les étapes techniques d'apprentissage du sortilège n'ont pas été vues. En étudiant un peu la liste des sortilèges de niveau 1 à disposition, je me dis que le sortilège de jambon coton, le Locomotor Wimbly, pourrait être sympathique. Cela permettrait par exemple de ralentir quelqu'un qui essaierait de courser notre canaille une fois sa farce jouée. Ajoutons donc ce sortilège de jambon coton à notre liste, en le reportant sur notre feuille de personnage. Ceci clôt cette 9e et avant-dernière étape de création de personnage. Nous sommes enfin arrivés à la dernière étape de création de personnage, à savoir la finition et le background. Durant cette dernière étape, vous serez amené à compléter les dernières cases encore vides de votre feuille de personnage, comme le nom de celui-ci, le sexe, l'âge, niveau de scolarité, l'argent, les points de fougue, et 2-3 autres éléments encore comme le familier.
En temps normal, chaque personnage commence au niveau de scolarité 1 et possède un point de fougue en début de partie, comme on peut le lire sur cette 10e étape. Concernant le nom, le sexe du personnage, libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. L'âge de votre personnage dépendra de l'école dans laquelle vous allez évoluer. Maotokoro, par exemple, prend des élèves beaucoup plus jeunes que ceux de Poudlard. Comme ici nous avons une canaille appartenant à la maison Gryffondor, elle débutera sa scolarité, comme les autres élèves, à l'âge de 11 ans. N'ayant pas tiré de don du destin ou choisi davantage riche ou fortuné, notre canaille aura 15 galions pour l'année en cours. On peut donc reporter cette somme sous la case correspondante de notre feuille de personnage. Ces 15 galions représentent l'argent de poche de notre canaille. Il ne s'agit pas de l'argent qui lui sera nécessaire pour acheter ses livres et ses fournitures scolaires. On ajoute finalement le point de fougue offert en début de partie, puis on se rend à la fin de notre feuille de personnage pour compléter les compétences et caractéristiques de notre familier. Pour ce faire, vous pouvez vous référer au bestiaire des animaux fantastiques, qui possède un chapitre entier consacré aux familiers. Une fois cet ultime tableau complété, vous êtes désormais prêt à commencer votre partie d'Harry Potter jeu de rôle. Nous voici finalement arrivés au terme de ce premier Creatio Personae. J'espère que cette petite vidéo vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des règles de création des personnages pour Harry Potter jeu de rôle. D'autres vidéos de ce type suivront pour les archétypes qu'il nous reste à voir. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des vidéos suivantes. C'était Keul pour Geekit. Que la passion vous guide et vous accompagne.